Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour cette émission enregistrée comme toujours en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Et merci également au public d'être avec nous ce soir. Le sujet et le plateau de cette soirée sont réalisés, je le signale, en partenariat avec l'Académie catholique de France. Crise de la philosophie et philosophie de la crise, tel est le titre de notre rencontre. Et bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente tout de suite mes trois invités. Jean-Louis Vieillard-Baron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'Université de Poitiers. Vous enseignez également à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai celui-ci, l'un des plus récents, La religion et la cité, paru en 2010 aux éditions du Félin, ou encore Hegel, Système et structure théologique. Il était paru en 2006 aux éditions du Cerf. Exact. Père Philippe Capelle-Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Vous êtes doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, dont vous avez été le doyen pendant 12 années. Vous êtes le président de l'Académie catholique de France. Entre 2002 et 2011, vous avez publié aux éditions du Cerf l'anthologie Philosophie et théologie. Il s'agit d'une encyclopédie anthologique en 5 volumes de Platon à Ricoeur. Et puis, voici votre tout dernier livre. Il vient à peine de sortir. Dieu en tant que Dieu, la question philosophique. Enfin, André Comte-Sponville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et membre du Comité consultatif national d'éthique depuis 2008. Vous avez été maître de conférences à la Sorbonne jusqu'en 1998, date depuis laquelle vous vous consacrez à l'écriture et aux conférences que vous donnez en dehors de l'université. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, traduits pour certains en un grand nombre de langues. Je citerai ce soir les 2 plus récents, Le goût de vivre, qui était paru chez Albin Michel en 2010, et puis celui-ci, Le sexe ni la mort, paru il y a 15 jours aux éditions Albin Michel également. Alors, pour commencer avec notre sujet de ce soir, je reste avec vous, André Comte-Sponville. Il est question de crise dans l'intitulé de cette soirée. Si la philosophie contemporaine est en crise, quels seraient ou quels sont, selon vous, les signes de cette crise ? On pourrait se poser la question, puisque quantité de magazines traitant de philosophie, de blogs, de chroniques ont cours aujourd'hui dans le monde contemporain. Mais écoutez, moi je ne sais pas si la philosophie est en crise. Il y a une crise de la société, je pense qu'il y a une crise de notre civilisation, mais dans cette société et cette civilisation en crise, j'ai le sentiment que la philosophie ne s'en sort pas si mal. Alors, évidemment, tout dépend des critères qui vont nous permettre d'évaluer la situation. Si on pense aux livres de philosophie qui sont publiés et qui sont lus, tous les journalistes me disent qu'au contraire, on n'a jamais lu autant de philosophie. Donc, comme crise, on a envie de dire, il y a pire. En revanche, ce qui est sinon en crise, du moins en difficulté, mais peut-être en crise, c'est une certaine philosophie universitaire, savante, qui s'est coupée du grand public pour de bonnes et de mauvaises raisons. On aura l'occasion d'en reparler. Et du même coup, alors ça rejaillit un petit peu sur la philosophie parce que nous assistons à une espèce de scission, ça serait trop dire, mais enfin disons qu'il y a 2 types de philosophie. La philosophie savante, universitaire, qui souvent en vérité n'est plus que de l'histoire de la philosophie. Et puis une philosophie alors populaire, comme disait David Hume, qui s'en réclamait. Pour moi, populaire, ça n'est en rien péjoratif, mais une philosophie qui s'adresse plutôt au grand public qu'aux collègues, mais qui a parfois tendance, alors j'essaye moi d'y échapper, mais qui a parfois tendance du même coup à perdre un petit peu de rigueur. Voilà. Et toute la difficulté pour moi, et je vous dirais si j'avais un combat à mener, ça serait plutôt pour réconcilier ces 2 courants. Alors, on reviendra sur cette disjonction avec vous entre philosophie
philosophie savante et philosophie populaire hein, dans un deuxième temps, pardon. Mais je me demandais, en préparant cette émission, s'il n'y avait pas confusion finalement aussi entre deux figures, celle de l'intellectuel hein, qui prend la parole et celle du philosophe. Il y a quand même une nuance. Oui, Tout philosophe n'est pas un intellectuel et vice-versa. Disons que le philosophe est un intellectuel, mais quand on dit un intellectuel en France, ça veut dire en gros quelqu'un qui passe à la télé pour dire le bien et le mal, surtout en matière de politique. Alors ça, c'est une figure dont moi j'ai horreur, j'essaye d'échapper, et je crois échapper tout à fait à ce syndrome-là. Non pas qu'il ne faille pas prendre position dans les problèmes de la cité, mais enfin, un philosophe n'est pas là pour dire pour qui voter. Il n'est pas là pour prendre position sur la dernière guerre du Golfe ou de l'ex-Yougoslavie. Il est là pour faire de la philosophie. Voilà. Et au fond, ce qui nous réunit tous les trois, c'est que nous sommes là, alors pas seulement là ce soir, mais dans nos livres, dans nos enseignements, pour ceux qui enseignent encore, dans mes conférences, au fond, ce qui nous réunit, c'est que nous sommes là pour faire de la philosophie. Alors, en ce sens, nous sommes des intellectuels, mais tout philosophe est un intellectuel, tout intellectuel n'est pas un philosophe. Jean-Louis Vieillard-Baron, je me tourne vers vous. Ce qui semble neuf, vous me le disiez en préparant cette émission, c'est le fait que la philosophie occupe une grande place justement dans les médias, nous le disons, mais qu'elle s'y dégraderait, écrivez-vous, en discours rhétorique, éthique, en analyse des problèmes de société. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas aujourd'hui méprise sur ce qu'est réellement la philosophie ? Sans doute, il y a une méprise parce que c'est vrai que ce que le public en général attend du philosophe, c'est des réponses immédiates à des questions existentielles, comment trouver le bonheur, comment orienter sa vie. Et bien sûr, le philosophe peut répondre à ces questions, mais il ne peut répondre à ces questions qu'à partir d'un recul et à partir de médiation, c'est-à-dire que l'immédiateté est dominante dans notre société. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disait André Comte-Sponville. Il y a une crise de la société et cette crise met en valeur la philosophie, mais je dirais qu'il faudrait prendre beaucoup de guillemets parce que est-ce que c'est vraiment la philosophie? Il me semble que je ne vois pas d'interrogation métaphysique proprement dite ou d'interrogation éthique vraiment profonde dans la résolution des problèmes immédiats. Et il faut être honnête, la philosophie a beaucoup à perdre dans cette affaire. Ça signifie que la philosophie, selon vous, n'est pas évidemment seulement un discours sur la modernité, parce qu'elle deviendrait une forme de journalisme, un journalisme philosophique finalement, non? Oui, sans doute. Sans doute, vous avez raison. Mais si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la vocation philosophique? Moi, il me semble que la vocation philosophique, ça consiste d'abord à se détourner quelque peu de l'actualité, c'est-à-dire à considérer qu'il faut aller au fondement, rechercher qu'est-ce que c'est que la liberté d'esprit. Hein, et il me semble pas que nous ayons aujourd'hui beaucoup de grands transmetteurs. Moi, j'ai eu la chance de connaître deux grands médiateurs, deux grands transmetteurs dans ma vocation philosophique, c'est-à-dire que j'ai suivi des enseignements et j'ai lu des ouvrages d'Henri Corbin, qui était un islamologue philosophe et qui était un très profond philosophe, et également de Xavier Tillette, qui était professeur à l'Institut catholique, et qui était un historien de la philosophie décidé, mais par la médiation des textes qu'ils expliquaient, ils transmettaient une vérité spirituelle. Et il me semble que si je n'avais pas rencontré des gens comme ceux-là, parce qu'il y en avait d'autres évidemment, je n'aurais jamais fait de philosophie. Parce que la philosophie, encore une fois, n'est pas du tout apte à figurer dans toutes les rubriques des journaux. Elle ne dispose pas d'outils ou de lumière particulière pour éclairer l'actualité.
que c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas son but. Elle peut éclairer l'actualité, mais c'est pas son but principal. Si c'était son but principal, il vaudrait mieux dire à ce moment-là que ce soit des journalistes qui la fassent. Mais ceci dit, ce qu'a dit André Comte-Sponville m'a bien interpellé, c'est que la philosophie savante, qui est purement historique, c'est-à-dire étudier des textes des grands philosophes du passé, la philosophie savante, comme elle est impulsée aussi par des jeunes, plus elle est technique, plus elle leur donne satisfaction, mais du coup, plus elle est loin de ce que devrait être la philosophie, c'est-à-dire elle est loin d'apporter des réponses concernant le salut, concernant le bonheur, concernant la manière de vivre. Alors, je me tourne vers vous, Père Capelle-Dumont. Que voyez-vous Je crois savoir que vous voyez plusieurs niveaux dans cette crise de la philosophie. Oui, alors, je dirais d'abord qu'on peut sous-estimer la philosophie et on peut la surestimer. On la sous-estime lorsqu'on considère que faire de la philosophie, c'est mettre en synopse des systèmes philosophiques ou des thèmes philosophiques entre lesquels il faudrait de façon indifférente choisir. Autrement dit, on a un matériel disponible à partir duquel chacun se fait sa petite religion, si je puis dire. On la surestime lorsqu'on lui demande de fournir les fondements d'une civilisation, les réponses à toutes les questions que nous posons. Alors, quand on y regarde d'un petit peu près l'origine de la philosophie, on ne peut pas véritablement d'ailleurs disserter sur la vocation de la philosophie si on ne regarde pas comment Socrate ou les premiers faisaient. Or, la philosophie, c'est essentiellement un mouvement de crise. Lorsque Socrate discute avec tête-à-tête avec Ménon, avec Protagoras, il les met en situation de crise. Il se passe un événement où ils sont en quelque sorte pris de vertige. C'est d'ailleurs un mot que emploie tête devant Socrate, lui disant mais je suis pris de vertige, d'étonnement devant tout ce que tu me dis, je suis perdu. Et Socrate lui dit tu es donc un philosophe, car c'est être un philosophe que d'être ainsi pris de vertige et d'étonnement. Donc la philosophie est en crise par essence. Elle naît dans la crise, c'est son essence même, et donc il n'y a jamais à s'étonner de ce que la philosophie soit en crise, elle provoque elle-même la crise. Alors, cela étant dit, la philosophie, c'est aussi l'histoire de crises successives, c'est la crise du rapport entre la philosophie et la théologie à la fin du Moyen-Âge, au début de l'ère moderne, où la philosophie tente de s'affranchir de la tutelle religieuse et théologique. C'est une crise aussi à la fin du XIXe siècle, et au XXe siècle, qui est la crise du principe unitaire, qui entend rendre compte de la diversité des phénomènes et des étangs. Alors aujourd'hui, la crise est très différente. La crise, c'est une crise, je crois, d'abord d'intérêt. Je veux dire par là qu'on peut toujours trouver des intérêts. Vous trouverez des entreprises qui vont solliciter tel ou tel philosophe pour faire un discours sur je sais trop quel médiéval ou quelques Nietzsche ou tout ce que vous voudrez. Ceci relève de l'élégance ou de la culture minimale qu'une entreprise souhaite obtenir pour ses cadres et les motiver éthiquement, par exemple, et pourquoi pas. Mais la technoéconomie fait son œuvre. Et on voit bien, j'ai des chiffres en tête. Est-ce que vous savez qu'en France, le nombre d'étudiants en philosophie a baissé de 50% en 15 ans? Voilà, là on a des chiffres très précis. On peut effectivement, comme disait très justement André Comte-Sponville tout à l'heure, exciper du nombre de revues. Parfois de qualité de philosophie, d'émissions de philosophie. La question étant de savoir si on traite bien de la chose philosophique. Je vais vous donner un exemple. Je me réveillais un matin de cet été et j'entends que l'on va faire une série d'émissions sur une chaîne d'information de philosophie. Et le journaliste dit, nous sommes très heureux car aujourd'hui nous avons un journaliste, dont d'ailleurs un philosophe dont j'ai oublié le nom. Première question, monsieur le philosophe, que pensez-vous des implants capillaires? Si vous voulez, voilà, autrement dit, on est, si vous voulez, dans une procédure qui entend ignorer toute la mémoire philosophique. Et le débat que nous avons en ce moment, c'est précisément le débat entre une mémoire philosophique dont on se demande ce qu'elle peut encore nous dire, et un présent philosophique dont on se demande ce qu'il peut tirer de la mémoire. Et précisément, c'est cette difficulté, cette distorsion à l'intérieur duquel nous débattons en ce moment. Alors, vous faisiez allusion, je ne sais pas si vous avez envie d'ailleurs de réagir sur les propos. Du problème, c'est celui des médias et notamment de la télé et de la radio. Parce qu'on aurait invité Kant pour parler des implants capillaires, ou même pour parler de morale, mais en 2 minutes et demie, ce qui en général est le temps qu'on accorde à une intervention à la télévision. Il n'aurait pas fait mieux que nous. Il sait que Kant est un génie immense, mais parce que la philosophie, si on veut la faire sérieusement, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la rigueur. De la lenteur, parfois.
et en direct à la télé en 2 minutes et demie ou même en 50 minutes ce soir, mais à c'est 3, bien trop court, forcément, ouais. on va être obligé de rester un petit peu à la surface. C'est pourquoi je crois qu'il est plus juste de juger la philosophie d'une époque aux livres qui paraissent. Et de ce point de vue, il paraît de bons livres de philosophie qui trouvent leur public, alors pas forcément des centaines de milliers d'exemplaires, quoi que ça puisse arriver, mais des milliers d'exemplaires. Voilà, ne réduisons pas la philosophie contemporaine, fût-ce la philosophie populaire, au bon sens du terme encore une fois, à l'image qu'on envoie à la télévision. La philosophie est à sa place dans les livres, elle est à sa place dans les conférences. Je fais beaucoup de conférences grand public, mais ça dure 1 heure, 2 heures, après il y a un débat. Voilà. Si on ne la juge que d'après l'image qu'on donne à la télévision, alors forcément on sera injuste, parce qu'en toute rigueur, à la télévision, ça n'est jamais de la philosophie qu'on voit. C'est un philosophe qui essaye de résumer en quelques phrases ce que par ailleurs il a essayé de penser. Vous évoquiez cette disjonction justement entre philosophie savante et philosophie populaire. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, ces savants-là sont coupés des hommes qui ne philosophent pas tous les jours, du grand public, de ceux qui aimeraient penser pourtant? D'abord, rappelons que j'emprunte cette distinction à Hume, qui a pratiqué avec génie les deux. Le traité de la nature humaine, c'est clairement de la philosophie savante, d'ailleurs échec total d'un point de vue de librairie, et puis les essais sur l'entendement humain, c'est de la philosophie populaire. Mais déjà les Grecs. Alors, il se trouve que de Platon, nous avons gardé les textes exotériques, philosophie populaire. Le Banquet, n'importe qui ici peut le lire, c'est un livre tout à fait accessible. Et les textes ésotériques de Platon ont été perdus. Aristote, c'est l'inverse. On a perdu ces textes exotériques, on a gardé ces textes ésotériques, faits pour l'école, pour l'enseignement. Mais il pratiquait les deux. Et en vérité, si vous prenez Descartes, les méditations métaphysiques, chef-d'œuvre absolu, c'est de la philosophie populaire. Les principes de la philosophie, c'est de la philosophie savante. Les réponses aux objections, c'est de la philosophie savante. Si bien que moi, d'une part, je ne fais pas de hiérarchie entre ces deux domaines, sinon pour dire que les vraies questions, les questions principales, sont celles de la philosophie populaire. Mais je ne fais pas de hiérarchie, et d'ailleurs, pour ce qui me concerne, j'ai pratiqué les deux genres. J'ai fait des livres qui relèvent de la philosophie savante, L'être-temps, échec total en librairie. J'ai fait des livres qui relèvent de la philosophie populaire, par exemple les présentations de la philosophie. Et puis surtout, et c'est ce que je préfère faire pour tout vous dire, j'ai essayé de pratiquer l'entre-deux, c'est-à-dire des livres de philosophie qui s'adressent à ce que j'appelle le grand public cultivé. Je n'écris pas pour les collègues dans ce cas-là, j'écris pour le grand public, mais pour ceux dans le grand public qui lisent des livres, y compris des livres de philosophie. Et c'est le cas, par exemple, du petit traité des grandes vertus, qui ne se lit pas malgré tout comme un roman ou comme un article de journal. Alors, dans un document préparatoire, toujours le même d'ailleurs, Jean-Louis Villard-Paron, à cette soirée, vous expliquez également les raisons, certaines raisons de cette fameuse crise. Vous disiez qu'il y a spécialisation extrême de la philosophie universitaire qui se réfugie dans l'érudition et qui devient du même coup imperméable au grand public. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce phénomène-là? C'est très facile, hein, parce que moi je suis spécialiste de Hegel. Donc Hegel est un philosophe particulièrement difficile d'abord, d'une part parce qu'il écrivait en allemand et que c'est pas facile à traduire en français, mais si vous voulez, Hegel a écrit en grosso modo 2 grands livres, l'un qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit, qui est paru en 1807, au moment où Napoléon avait envahi l'Allemagne, et donc la Confédération germanique a été créée par Napoléon, et ce livre a été tiré à 1000 exemplaires, et il en restait encore de non vendus en 1830. C'est-à-dire que ces 1000 exemplaires ne se sont pas écoulés entre 1807 et 1830. Donc ça n'a pas été un grand succès de librairie. Il a quand même préparé une réédition, malheureusement il est mort du choléra, de la grande épidémie de choléra qui a ravagé le tiers de l'Europe, c'est-à-dire qui a tué le tiers des habitants de l'Europe dans les années 1830. Et on pense que c'est lié à la saleté généralisée du fait qu'il y avait eu les guerres napoléoniennes et que, on ne s'était pas beaucoup occupé d'hygiène dans ces temps-là. Mais il a fait un 2e livre qui, lui, a beaucoup mieux marché, qui est un résumé pour faire des cours, hein, qui est l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Et alors, quand on voit actuellement le niveau d'érudition des études sur Hegel, on se dit l'esprit ne souffle pas. C'est-à-dire que c'est tellement savant, tellement limité comme objectif,
que c'est plus du tout de la vraie philosophie. C'est encore plus désolant quand on voit les travaux allemands ou américains que les travaux français, parce que en France, on a quand même un peu le souci d'une certaine rhétorique philosophique, du fait que les chercheurs sont tous passés par l'agrégation, donc ils ont fait des dissertations, des belles dissertations sur des questions vitales, quoi. Certainement, ça c'est un très grave inconvénient, et alors c'est peut-être une des raisons qui fait qu'il y a 50% de moins d'étudiants en philosophie aujourd'hui. Père Capelle, selon vous, une transversalité, des passerelles sont-elles envisageables? Et puis entre quelles sphères aussi, quelles sont les, selon vous, en philosophie? Je pense que la philosophie souffre de son éloignement des autres savoirs. Ricoeur disait que la philosophie devait se ravitailler aux autres savoirs et à l'existence. Alors on peut discuter le mot ravitailler, mais on voit très bien l'intention. Il s'agit en effet que la philosophie puisse être en conversation permanente avec le fait de l'existence, mais aussi à la façon dont se théorisent d'autres savoirs, les sciences, la théologie, l'esthétique. La philosophie s'est totalement séparée des sciences. Les grandes figures emblématiques de cette séparation, c'est Wittgenstein, c'est Heidegger, par exemple, ou Jean-Paul Sartre, qui considérait que la science ne pense pas. La philosophie s'est aussi séparée de la théologie pour son plus grand malheur. Je rappelle simplement que Hegel, dont on évoquait le nom et l'œuvre il y a un instant, était formé à la théologie, Fichte était formé à la théologie, Descartes a été formé à la théologie, il est resté catholique jusqu'à la fin de sa vie, il a étudié la scolastique pendant 3 ans. Feuerbach, dont on dit qu'il est le père de l'athéisme contemporain, est étudiant en théologie. Il quitte la théologie. Autrement dit, la théologie a fourni à la philosophie un certain nombre de motifs, de schèmes de pensée. Je pense à des travaux d'ailleurs de collègues éminents, je pense à Alain de Libera ou Rémy Prat, qui ont bien montré, notamment Libera, que la théologie médiévale a créé un espace à la philosophie elle-même et que la philosophie a une dette à son égard. Et donc, d'une certaine manière, le problème de la philosophie, c'est de savoir quel type de conversation elle s'est installée avec d'autres types de savoir et non pas laisser fermer sur elle-même. La philosophie originaire ne fait pas la distinction entre la poésie, enfin elle fait la distinction, mais elle pratique la science, la poésie, le rapport au religieux. Platon cite dans les lois Thalès qui disait tout est plein de Dieu. Quel philosophe aujourd'hui sur une scène publique, nous pouvons le dire ici à Cathéo, au Bernardin, tout est plein de Dieu. Platon, Socrate sacrifie aux dieux, Aristote écrit une théologie. Voilà. Autrement dit, c'est une des questions sans doute que nous pouvons nous poser. Quel est le type de rapport que la philosophie peut engager avec d'autres savoirs et comment peut-elle s'en nourrir? Vous disiez justement... Oui, parce que, juste 2 remarques. Oui. Première remarque, la philosophie savante ou érudite, comme disait Jean-Louis Baron, c'est le plus souvent aujourd'hui de l'histoire de la philosophie. Alors l'histoire est une discipline très respectable, mais ce n'est pas la même chose de parler de la philosophie de tel ou tel grand mort et d'essayer de philosopher soi-même. Et donc forcément, l'histoire de la philosophie, ça peut intéresser les enseignants, les professionnels, ça intéresse beaucoup moins le grand public. Deuxième remarque, cette érudition n'a rien à voir avec la technicité scientifique. Parce que dans les sciences, la technicité sert à démontrer, au moins, autrement dit, à établir une vérité sur laquelle tous les esprits compétents vont s'accorder. En philosophie, comme chacun sait, les esprits compétents ne s'accordent jamais entre eux, si bien qu'on peut se demander à quoi bon tant de technicité quand ce n'est pour aboutir à aucune démonstration, à aucun argument absolument probant. Enfin, troisième et dernière remarque, entre les deux philosophies, la savante, la populaire, il y a aussi l'histoire de certaines traditions. Et notamment, ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est qu'au cours du XIXe siècle, sous l'influence de grands génies comme Kant et Hegel, l'université française s'est convertie à la tradition allemande en philosophie, en oubliant une autre tradition qui était la tradition française. Alors, la philosophie n'est pas dans les gènes, bien sûr, mais enfin, si on juge une tradition à ses sommets primordiaux, quels sont les sommets primordiaux de la philosophie française? Moi, je dirais Montaigne, Descartes, Pascal. Quels sont les sommets primordiaux de la philosophie allemande? Je dirais Leibniz, Kant, Hegel. 6 génies absolus, je ne fais aucune hiérarchie entre les deux. Mais pour le public, il y a une différence très claire, c'est que Pascal, Montaigne, Descartes, Pascal, vous pouvez les lire et vous comprendrez tout l'essentiel.
Leibniz, la monadologie, la critique de la raison pure de Kant ou la phénoménologie de l'esprit de Hegel, vous pouvez essayer de les lire. Mais sauf pour ceux qui ont fait des études de philosophie, je crains que vous n'y compreniez pas grand-chose. Alors, encore une fois, ça ne retire rien au génie immense d'un Leibniz, d'un Kant ou d'un Hegel. Mais inversement, le fait d'être accessible par le grand public ne retire rien, bien au contraire, au génie tout aussi immense d'un Montaigne, d'un Descartes ou d'un Pascal. Alors moi, encore une fois, je ne fais pas de hiérarchie entre ces deux traditions qui ne dépendent pas des gènes, hein. Nietzsche, évidemment allemand, préférait lui-même la philosophie française, qu'il appelait la belle clarté française. Mais je ne fais pas de hiérarchie entre les deux, mais c'est vrai que pour ma part, j'ai essayé de résister à cette invasion de l'université française par la tradition allemande et renouer avec ce que Nietzsche, encore une fois, appelait la belle clarté française. Voilà. Mes modèles formels, c'est les essais de Montaigne, les méditations de Descartes et les pensées de Blaise Pascal. Alors, des réactions. Oui. Au tout début des années 1990, 2 ouvrages ont paru à quelques années près qui symbolisent magnifiquement la tension dans laquelle nous essayons de réfléchir en ce moment. Le livre de Deleuze, Qu'est-ce que la philosophie? Et le livre de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Le livre de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Est une réponse au livre de Deleuze, Qu'est-ce que la philosophie? Pourquoi? Parce que Deleuze théorise le fait que la philosophie est essentiellement, dit-il, création de concepts. Elle n'est pas contemplation, elle n'est pas, dit-il, réflexion, elle n'est pas communication, visée à Habermas, elle est essentiellement création de concepts, parce que avant de dire qu'il faut contempler les idées, il faut créer les concepts sensibles idées. Voilà, c'est la théorie de Deleuze, au fond, assez marquée par l'idée que, au fond, enseigner la philosophie, c'est organiser les savoirs et être assez théorique. Le livre de Pierre Hadot est une réplique au livre de Gilles Deleuze, visant à montrer que la philosophie, c'est aussi, et ce fut d'abord, un exercice spirituel. Et donc, on entre dans une autre tradition que Pierre Hadot, dont Pierre Hadot était l'initiateur, en tout cas en France, aux États-Unis, Martha Nussbaum, qui verse la philosophie plutôt du côté de l'existence, de la pratique, et qui mobilise toute l'énergie pour que la philosophie soit aussi quelque peu mobilisatrice dans l'énergie du quotidien. Donc, on a cette tension dans les années 90 dont nous héritons aujourd'hui, et nous ne savons pas très très bien la gérer. Oui, je voudrais intervenir, parce qu'il me semble que ce qui s'est produit là dans le XXe siècle, il y a deux philosophes qui ont réussi à dépasser les cadres universitaires. Il y en a 2 et 2 seuls, c'est Bergson et Sartre. Hein, ce sont les 2 phares dans la philosophie française qui ont eu un impact énorme sur un public beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Et à mon avis, ils ont été à ce niveau-là des vrais transmetteurs, c'est-à-dire que ils ont vraiment influencé pas seulement les philosophes professionnels, parce que les philosophes professionnels, ils ont leur bagage. Mais ils ont fait un peu, enfin je dirais pour Bergson, pour Sartre c'est un peu difficile de le dire, mais pour Bergson ils ont fait comme Platon, c'est-à-dire ils ont désigné un chemin et un chemin de vie, hein, et pas sur une base qui était celle du dialogue avec les sciences. Bon, alors évidemment, je dirais que Deleuze et Hadot ont des idées sur la philosophie qui me paraissent tout à fait intéressantes et complémentaires. Même si je préfère personnellement la façon dont Hadot comprend la philosophie que celle de Deleuze, bien qu'ayant étudié Hegel, je n'ai pas pensé que c'était une occasion de s'enfermer dans la philosophie allemande et que le conceptualisme est toujours quelque chose qui peut être discuté. Mais relativement, on n'a pas... je dirais qu'il y a crise de la philosophie parce que depuis que Bergson et Sartre n'occupent plus le terrain, malgré tout, il me semble que Deleuze, ça ne fait pas le poids du tout. Hadot, peut-être un peu plus, mais en même temps, c'est l'histoire de la philosophie antique, donc c'est aussi une dimension savante. Et puis, voilà... on ne choisit pas. Hein. Nous avons bien sûr des motifs d'inquiétude quant à la situation actuelle de la philosophie. Nous avons aussi des motifs de réconfort. La philosophie française s'exporte très bien. Elle se traduit très bien aux États-Unis, en Amérique latine. On traduit beaucoup de philosophes français. Si vous allez dans les bibliothèques de Columbia ou de Boston ou de Harvard, vous verrez beaucoup de philosophes français au rayon philosophie. Beaucoup. Traduits en anglais. Pensez aussi au destin international. Aujourd'hui, 2 grandes figures qui ont
eu un rapport difficile à l'université française que sont Emmanuel Levinas et Paul Ricoeur. Aujourd'hui, eux que vous alliez dans le monde, on vous parle d'Emmanuel Levinas et de Paul Ricoeur. On vous parle de Derrida, de Foucault, de Lyotard, mais ces deux grandes figures qui ont eu beaucoup de mal à s'installer en France, aujourd'hui ont un rayonnement tout à fait considérable. On ne compte même plus le nombre de thèses, de centaines de thèses sur Ricoeur et Levinas aux États-Unis ou en Amérique latine. Donc il y a des motifs de réconfort, et ce qui me marque beaucoup dans cette réalité d'internationalité de la philosophie française, c'est que ces deux figures-là ont toutes les deux eu un rapport déclaré et lucide à l'égard de la textualité biblique. Levinas et Ricoeur. Comment se fait-il? Ce sont d'authentiques philosophes, ce ne sont pas des théologiens. Ils ont travaillé dans une inspiration authentiquement philosophique grecque, mais ont mobiliser des ressources qui se trouvaient dans les textes sacrés. Donc, je reviens, pardonnez-moi, au point antécédent. C'est-à-dire que la philosophie trouve aussi de quoi faire parler d'elle en tant que philosophique, tout en engageant le dialogue avec d'autres textualités. Alors, sur cette relation philosophie-théologie, j'y reviens dans 2 minutes, mais avant, je voulais, sur cette question toujours des passerelles possibles, André Comte-Sponville, vous êtes membre, je l'ai signalé tout à l'heure, du Comité consultatif national d'éthique depuis 2008, c'est bien ça. Et les questions sur lesquelles ce comité réfléchit n'appartiennent bien sûr pas ni aux seuls philosophes, ni aux médecins, ni même aux scientifiques. Et c'est bien par le rapport, si j'ai bien compris, à la philosophie que l'on peut aussi se poser ces questions d'éthique. Est-ce que là, votre démarche de philosophe n'est pas en lien direct avec ce thème, rapprocher les réponses des philosophes des questions des hommes d'aujourd'hui, finalement, des questions graves parfois? Le fait que je sois philosophe peut m'aider à clarifier les débats, clarifier quelques concepts, mais je vous dirais que, humblement, je ne suis pas au Comité consultatif national d'éthique en tant que philosophe. Je suis en tant que citoyen. Et toujours pour la même raison, c'est qu'une réunion du comité, nous sommes une quarantaine, ça va durer 4 heures calculées, ça fait quelques minutes d'intervention pour chacun. Et je ne vais pas leur faire un cours de philosophie. Et puis par ailleurs, n'oublions pas que la République française, parce qu'elle est laïque, n'a pas de métaphysique, n'a pas de philosophie. Et ce que nous cherchons, nous, c'est une position commune. Nous sommes là, comité consultatif, pour éclairer le législateur. On n'est pas là pour faire des cours de philosophie. Et donc, à nouveau, vous évoquez ce comité dont je suis très, très fier, au fond, de faire partie. Mais ça n'est pas de la philosophie. Parce que la philosophie, encore une fois, elle est dans les livres, elle est dans la parole solitaire. Le simple fait que nous en débattions, si vous voulez, alors sauf à prendre de la journée pour discuter ensemble, vous voyez, mais comment voulez-vous bâtir un raisonnement en 5 fois 5 minutes chacun? Et pourtant, c'est en tant que philosophe qu'on vous y invite. C'est parce que je suis philosophe qu'on m'y invite. D'ailleurs, je pense... Peut-être, j'ai semblé modeste, mais que les collègues du comité sont contents d'avoir des philosophes. Je ne suis pas le seul, parce qu'en effet, nous sommes un peu des professionnels de l'argumentation, des professionnels du concept, et donc il nous arrive d'avoir un rôle de clarificateur, de facilitateur des débats, mais encore une fois, le but d'une réunion du comité n'est pas, heureusement, de produire une philosophie. Et donc on revient toujours à la même question, la philosophie... Elle est dans les livres d'abord à sa place. Et de ce point de vue, moi, je partage un petit peu l'avis de Philippe Capelle-Dumont davantage que celui de Jean-Louis Baron. Bergson et Sartre, ce sont de grands philosophes. Alain aussi, à mon avis, que vous avez oublié. Mais Foucault, Deleuze, Derrida, Ricoeur, Levinas, ce sont aussi de très bons philosophes. Il est trop tôt, je dirais, pour faire le tri. Moi, j'ai plus d'affinité, d'admiration, sans doute, pour Bergson et Sartre que pour Foucault et Deleuze. Mais le talent, chez tous ces gens-là, est manifeste. Le travail est considérable. La culture est immense, vous voyez. Et puis, rappelons que lorsque Bergson ou Sartre publiaient leurs livres, il était de bon ton aussi de les prendre un peu de haut et de les comparer aux philosophes du passé. Bref, on a toujours tendance à trouver que c'était mieux avant, pas seulement en matière de philosophie. Ce que je constate effectivement, c'est que nos concitoyens, et Philippe Capelle-Dumont rappelait que dans le monde entier, au fond, il y a des gens qui s'intéressent à ce que font les philosophes, notamment, pas seulement, mais notamment les philosophes français. Alors, philosophie de la crise, oui, parce qu'il faut penser le monde d'aujourd'hui, et le monde d'aujourd'hui, il est en crise. Crise de la philosophie, en un sens, oui, au sens qu'évoquait Philippe Capelle-Dumont, c'est-à-dire que la philosophie, parce qu'elle est interrogation, met tout le monde en difficulté, en interrogation, en crise, en quelque chose, mais disons que c'est une philosophie en crise, soit, mais qui ne se porte malgré tout pas si mal.
Alors, Père Capelle-Dumont, je me tourne vers vous pour justement aborder cette relation entre philosophie et théologie. Vous l'écrivez dans l'introduction générale à Philosophie et théologie, cette anthologie que je montrais tout à l'heure aux spectateurs. La relation entre philosophie et théologie a longtemps été oubliée, écrivez-vous dans l'espace académique. Pourtant, elle fait désormais l'objet d'attention renouvelée. Alors, pourquoi cette ignorance mutuelle, jusque dans un passé assez récent? Et puis, de quelle manière aujourd'hui, justement, cette connexion entre sphère théologique d'une part et sphère philosophique d'autre part se fait? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question, et je partage d'abord en préalable tout à fait l'avis d'André Consponville, et je crois que Jean-Louis Baron consonnera également. La philosophie est difficile, elle n'est pas facile. C'est-à-dire que Heidegger écrivait dans un texte des années 20 que nous sommes naturellement philosophes. D'ailleurs, je signale que Jean-Paul II dit exactement la même phrase dans Fides et Ratio. Nous sommes naturellement philosophes. Oui, mais la philosophie est difficile et nous ne sommes pas nécessairement tous des professeurs de philosophie. On demande beaucoup à la philosophie. Puisque nous sommes naturellement philosophes, nous voudrions immédiatement être des philosophes professionnels. Nous ne sommes pas immédiatement philosophes. Alors, c'est cette tension que nous avons à gérer. Alors, le rapport au christianisme et à la théologie est un rapport très difficile dans l'histoire. J'ai essayé de mettre au point un certain nombre de modèles de façon assez sophistiquée pour relire les différentes relations philosophie-théologie dans l'histoire. Nous héritons d'un paradigme de la séparation totale entre la foi et la pensée. Heidegger a séparé radicalement dans les années 50 l'instance de la foi et l'instance de la pensée, avec des phrases extrêmement violentes dans le genre si je croyais, je fermerais mon atelier. Si j'avais la foi, je fermerais mon atelier de philosophe. Alors, d'une certaine manière, nous sommes tous marqués par cette tonalité-là dans l'université, en tout cas dans la philosophie, en France et ailleurs. En réalité, il n'en fut pas comme cela à l'origine. Je rappelle que saint Augustin se faisait appeler philosophe. Justin, le premier philosophe converti à la foi chrétienne au IIe siècle, a considéré qu'en devenant chrétien, il devait néanmoins continuer à lire Platon, par exemple. Donc, la philosophie a été d'emblée aimée par le christianisme. Le christianisme aime la philosophie intensément et depuis toujours. Il l'a exprimé, je viens de donner quelques noms, Justin, Augustin, je pourrais citer Origène, je pourrais citer Boès, Thomas d'Aquin, les médiévaux, Descartes, catholique s'il en est, aimait la philosophie. Alors, la séparation principale s'est jouée autour de deux figures, à savoir Luther et Descartes. Plutôt, c'est une diffraction. Luther considérait en effet que la théologie, pour être pure, devait s'en tenir simplement à l'écriture sainte et ne pas se compromettre avec la philosophie, notamment aristotélicienne. Descartes dit presque symétriquement, si je puis dire l'inverse, dans la mesure où la théologie, on ne doit pas y toucher. C'est de la foi et on ne raisonne pas. En revanche, la raison doit être une raison philosophique. Donc nous héritons de cette distorsion et vous me demandiez dans la seconde partie de votre question ce qu'il est possible de faire. Pour ma part, je considère que ce sont là des modes de rationalité qui ne s'excluent pas. La philosophie demeure, même pour le croyant, que je suis en l'occurrence, une instance native. Le philosophe pense dans l'aventure de la pensée. Et la pensée ne s'annexe pas. Je dirais même qu'elle est incontrôlable. Elle n'est pas anarchique, mais elle est incontrôlable. Et le croyant doit faire avec une pensée qui a pour objet l'aventure elle-même de la pensée. Alors, lorsqu'elle fait ce travail, elle n'est pas en contradiction avec la théologie qui, elle, revendique un autre mode d'universalité. La théologie est dépositaire aussi d'un message de raison. Je rappelle quand même que la théologie, c'est aussi un travail de rationalité critique. La théologie n'est pas simplement n'est pas du tout du côté de l'irrationnel. Vous le rappelez d'ailleurs dans votre introduction. Elle est bien sûr qu'elle est mue par la foi, mais c'est une foi régulée par la raison. Là aussi, nous avons un véritable problème dans la réception de la théologie dans la culture française. Elle est reçue du côté de l'irrationnel. Il y a des discours religieux qui sont irrationnel. Mais on ne peut pas reprocher à la théologie chrétienne d'être irrationnelle. Ce serait lui faire un très mauvais procès. Donc le rapport entre la philosophie et la théologie, c'est aussi le rapport entre deux exercices de rationalité. Et est-ce que cette relation peut nous aider aujourd'hui à résoudre des questions
graves d'ailleurs sûr, posées à la société. oui. Quel type de questions peut-elle nous aider On à... pourrait en prendre plusieurs. On pourrait prendre par exemple la question de l'interculturalité ou de l'interreligieux ou même de la bioéthique. On pourrait prendre beaucoup de questions, même sur la vie spirituelle par exemple. André Consponville est un spécialiste de la vie spirituelle. L'homme est un être spirituel comme il est un être moral. Donc il est normal qu'il puisse s'exercer nativement dans la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est aussi une énergie reçue dans la foi. Donc, comment mettre en tension une spiritualité vécue nativement? L'homme est esprit, vit spirituellement. Comment le mettre en tension avec une vie de l'esprit reçue de l'esprit de Dieu lui-même? Il n'y a pas, à mon sens, de désaccord, de disharmonie, mais il faut penser précisément une tension et que cette tension soit féconde. Je crois que c'est largement possible. En tout cas, beaucoup de philosophes qui sont catholiques ou croyants, comme moi, le pensent. Jean-Louis Vuillard-Baron, la crise de la philosophie, est-ce que c'est pas au fond une crise de la spiritualité aussi dans la société contemporaine? Est-ce que ça peut s'en rapprocher? Oui, on peut dire ça si on veut. C'est vrai que l'expérience, moi je rebondirais un peu sur ce que disait Philippe Capel. Notre expérience que des philosophes français soient traduits aux États-Unis, qui est une French Theory aux États-Unis, ça me donnerait plutôt des arguments pour dire que vraiment les gens ne comprennent pas du tout ce que c'est que la philosophie. Hein. Parce que je vais vous faire une confidence qui est en même temps très méchante, mais quand je présidais le jury de CAPES de philosophie, il y avait un collègue, Alain Renaud, qui était avec moi, et c'est à ce moment-là qu'est mort Foucault, et nous avons tous les deux pensé la philosophie ne le regrettera pas. Parce que il y a eu vraiment une déviation. Je veux dire que on peut pas admettre comme philosophie toute réflexion d'intellectuel qui fait de l'histoire, qui, vous comprenez bon, alors bien sûr, je dirais Sartre avait un talent littéraire extraordinaire et il a fait passer des idées grâce à son théâtre, beaucoup plus qu'à l'être et le néant, qui est un texte très difficile à lire, très scolastique. Mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui parlent de philosophie sachent de quoi ils parlent. Et c'est en ce sens-là que j'aurais tendance à défendre un peu l'histoire de la philosophie, parce que moi, j'ai le souvenir que le grand philosophe, entre guillemets, et quand je faisais mes études, c'était Lévi-Strauss. Alors moi, je préférais avoir un cours sur Plotin par Jean Kelevitch, et ça me mettait dans le bain de la philosophie, parce que le recul historique, en fait, le fait qu'un philosophe comme Platon soit du 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, bon, ça me paraît très intéressant parce que ça nous sort un petit peu des questions immédiates. Le privilège du contemporain, vraiment, c'est quelque chose qui, philosophiquement, pour moi, n'a aucun sens. Hein. C'est-à-dire que je suis contemporain en tant que philosophe de Maître Eckhart ou bien de Platon ou bien de Bergson et des grands philosophes français un peu trop oubliés du 19e siècle. Mais donc, si vous voulez, crise de la philosophie, en ce sens-là, et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Philippe Capel, c'est constitutif. Hein, dès le moment que une réflexion philosophique émerge, il faut admettre que le contemporain en lui-même n'est pas forcément ce qui est privilégié. Et donc, il faut prendre... Platon dit très bien, il faut faire le long détour. Hein. Et sans le long détour, on ne fait pas de philosophie. Il me semble que c'est un point important. André Comte-Sponville, le père Capel, vous nommez spécialiste de la spiritualité. Alors j'aimerais bien vous faire réagir à ces propos justement sur la relation théologie, philosophie. Non, ce qui est vrai, c'est que je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, non religieuse pour ce qui me concerne, mais qui n'en est pas moins une spiritualité. Mais pour le reste et sur le fond, je suis parfaitement d'accord avec Philippe Capel, j'irais même presque au-delà. Il m'arrive de penser, mais je ne suis pas théologien, mais qu'au fond, la théologie, c'est de la philosophie appliquée à Dieu, à la fois, de même que la philosophie peut s'appliquer à la politique, philosophie politique. Si on fait de la philosophie
sur Dieu, en général parce qu'on y croit, ou sur la foi parce qu'on l'éprouve, on l'expérimente. Au fond, ça sera de la théologie. Et puis, vous disiez que saint Augustin se disait philosophe. Mais c'est pas seulement qu'il se disait philosophe, c'est que c'est un philosophe de génie absolu. Le plus beau texte jamais écrit sur le temps, qui est vraiment une question philosophique, métaphysique, c'est le livre 11 des Confessions de saint Augustin. Enfin, il y a deux textes, Aristote, Physique 4, saint Augustin, Confessions, livre 11. Voilà, les deux sommets de la métaphysique du temps. Et dans le même livre, les mêmes confessions, il parle de Dieu, il prie, il raconte son enfance. Et j'aime beaucoup, au fond, qu'un génie aussi immense que saint Augustin, au lieu de se soucier de querelles de chapelle, qu'est-ce qui est théologie, qu'est-ce qui est philosophie, qu'est-ce qui est littérature, se contente de faire un chef-d'œuvre. Et de même, c'est Thomas d'Aquin, la somme théologique. Écoutez, pour moi, des pages entières, c'est évidemment de la philosophie. Et quand on travaille sur l'amour, quand on essaie de comprendre ce que c'est que la charité, quand on travaille sur la foi ou sur l'espérance, on ne peut pas faire l'impasse sur Thomas d'Aquin. Voilà. Et donc, la théologie est philosophique dès lors qu'elle est rationnelle. Or, presque toujours, pour ce qui est de la théologie chrétienne, elle est en effet rationnelle. Oui, vous m'avez posé une question tout à l'heure qui fait écho à ce que vient de dire à l'instant André Consponsil sur précisément le fait qu'aujourd'hui nous assistons à un regain de l'intérêt pour les idées théologiques, voire de certains théologiens, dans les programmes d'agrégation ou même dans des collections universitaires. On publie du Saint-Augustin et on fait du Saint-Augustin. On ne l'aurait pas fait autant où moi-même j'ai été étudiant de l'autre côté de Luxembourg. C'est quelque chose qui apparaît depuis quoi, une dizaine d'années Oui, une quinzaine d'années, on peut le dire. Donc, ça c'est un premier point. Le second, c'est que l'on voit aussi apparaître un intérêt pour les objets théologiques eux-mêmes en philosophie. Je vois des développements du strict point de vue de la rationalité philosophique sur le messianique, sur la révélation, sur le Christ, sur la christologie. Notre collègue éminent Marcel Gauchet, dans les années 85, a écrit un livre sur des enchantements du monde où il sollicite énormément de textes du Concile. D'une certaine manière, il est assez précurseur de ce point de vue. Donc il n'y a plus aujourd'hui en France de mépris, je crois, pour les objets de la théologie. La question résiduelle et fondamentale étant de savoir, lorsque le philosophe vise ainsi les objets théologiques, comment le fait-il ? Comment le fait-il ? Par quels moyens ? Lorsqu'il lit Paul, lorsqu'il lit Augustin ou Thomas d'Aquin, peut-il s'abstraire totalement de ce que la foi est au principe constitutif de cette œuvre ? Je prends un exemple parmi d'autres et sans qu'il ait la moindre évocation négative. Je pense au livre de Badiou sur Saint Paul, par exemple. Aujourd'hui, Saint Paul fait l'objet de beaucoup d'études en philosophie, pas seulement en France. La question étant de savoir si l'on peut lire Saint Paul en l'exonérant de la dimension croyante. On peut le faire, je pense. Hein. Mais de quel Saint Paul parle-t-on ? Et donc la théologie a un rôle éminent à jouer en rappelant aux philosophes que cette dimension est au principe de l'œuvre de Thomas d'Aquin ou de saint Augustin ou de saint Paul. Donc cette altérité philosophie-théologie me paraît nécessaire pour comprendre l'histoire même de la constitution de notre pensée occidentale. Et vous écrivez même aujourd'hui d'autres enjeux apparaissent. Il faut selon vous penser cette relation selon un jeu de 4 ordres de rationalité irréductible, scientifique, esthétique, philosophique et théologique, dans une logique de conversation et de dialogue. Oui, c'est ce que j'appelle la conversation quadrangulaire, en écho à ce que disait Ricoeur de la conversation triangulaire, philosophie, théologie et sciences. Pour ma part, j'y ajoute la raison esthétique. En effet, Beethoven pense, Bach pense, Picasso pense, selon un mode de pensée qui n'est pas philosophique. Donc c'est cette conversation entre ces 4 modes de rationalité qui me semble nécessaire aujourd'hui de réactiver dans une détermination non seulement de reconnaissance, mais d'alliance. Le philosophe n'est pas théologien, le théologien n'est pas philosophe, il n'est pas scientifique lorsqu'il est théologien, et le scientifique n'est pas théologien lorsqu'il est scientifique. Et donc c'est dans le respect et la reconnaissance de ces différentes rationalités que, me semble-t-il, nous devons aller. Nous avons 2 minutes pour conclure l'émission. Je vais vous laisser la parole successivement à tous les deux. Oui, merci. Jean-Louis Baron. Merci. En deux mots, je souscris tout à fait à ce que Philippe Capel a dit concernant le rapport philosophie et religion. Il me semble qu'il n'y a pas eu d'effort de pensée plus important, plus fort que l'élaboration du dogme chrétien par les premiers pères de l'Église. On peut dire jusqu'à saint Augustin, si on veut, parce que du IIe siècle au VIe siècle, là, il y a un effort incroyable
qui est en même temps un effort de communion, qu'on peut appeler la communion des saints, c'est-à-dire l'élaboration du dogme chrétien en termes théoriques, hein, puisque c'était pas du tout donné d'avance. Et c'est une aventure prodigieuse. Bon, sur ce plan, je suis tout à fait d'accord. Simplement, je suis un peu plus pessimiste que mes collègues par rapport à la situation contemporaine. C'est tout. Est-ce que vous voulez un petit peu développer sur ce pessimisme ou vraiment une minute, c'est trop non, court? Mais vous savez, la philosophie, ça se traite pas en 2 minutes. Hein, mais bon, non, mais je lis beaucoup de textes qui paraissent aujourd'hui et bon, c'est très intéressant de voir qu'il y a effectivement un désir de formulation philosophique des problèmes. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de malentendus dans le fait que la philosophie a tendance à envahir les médias. C'est-à-dire qu'elle est philosophie populaire, mais au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que certainement, il y a une philosophie populaire au bon sens du terme. Mais la question est de savoir où est la limite et je vois souvent des considérations qui se disent philosophiques et qui ne me le paraissent pas. André Comte-Sponville. En effet, la bonne philosophie populaire, elle est dans les livres et pas dans les médias. Pour le reste, Philippe Capel évoquait l'art, il a raison, Beethoven pense, mais alors j'ai envie de dire crise pour crise. La crise de la philosophie est infiniment moins grave que la crise de l'art contemporain. Et elle est peut-être un peu moins grave, si je peux me permettre, que la crise de la religion. Et j'ai le sentiment que cette double crise, crise de l'art contemporain, crise en quelque chose de la religion, ce qu'on appelle la déchristianisation, explique pour une bonne part la crise de la civilisation, que j'évoque, du moins caractérise la crise de la civilisation. Et c'est justement parce que notre civilisation est en crise que nous avons besoin, peut-être plus que jamais, de philosopher. Merci vraiment à tous les trois. Hein. Il est temps de rendre l'antenne. Je précise que l'Académie catholique de France va organiser 2 journées qui se dérouleront l'une en juin, l'autre en octobre. C'est ça, ici même au Collège des Bernardins. Le sujet, ce sera la réhabilitation de la philosophie dans la société d'inspiration chrétienne. C'est bien précis. Voilà, vous pouvez préciser si vous le souhaitez. Je vous signale que mardi prochain, le sujet de l'émission sera « Quelle sera l'école de demain ?» et ce sera Christian de Cacré que vous retrouverez. Je tenais ce soir à remercier particulièrement Emmanuel Delprat qui nous a aidés à préparer les émissions durant quelques mois, dont le travail a été précieux et qui va nous quitter pour terminer ses études. Voilà, merci et à très bientôt sur KTO. Bonsoir.